On va pouvoir démarrer alors les gens qui arriveront plus tard nous se raccrocheront au wagon. De toute façon, on va commencer surtout par se présenter. Alors bonjour et bienvenue à tous. Ravie de vous accueillir pour ce lancement du club enseignement supérieur d'EdTech Grand Ouest. Nous sommes ravis avec Audencia, Rennes School of Business, GRIMP, d'accueillir plusieurs membres de l'association et aussi de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore pour lancer ce club qui marque donc ses débuts aujourd'hui. Et donc on va en parler, on va vous expliquer ce que c'est et puis surtout on va lancer la première saison du club qui s'appelle notre Winter Session sur la thématique de l'inclusion. Voilà, donc je vais commencer par vous parler brièvement d'EdTech Grand Ouest pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ce ne sera pas trop long, mais c'est important. Et puis ensuite, on pourra passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui et pour les 2 prochaines sessions, c'est-à-dire l'inclusion. Alors, donc, le club enseignement supérieur est un club d'EdTech Grand Ouest, mais donc avant, je vais faire un petit rappel de notre association, de notre belle association qui s'est créée en 2019 et qui rassemble en fait des acteurs de la formation professionnelle, de l'éducation, les entreprises EdTech sur le territoire du Grand Ouest, au service de l'innovation, de l'employabilité et de l'inclusion. Alors, l'idée, en fait, pour nos adhérents, pourquoi EdTech Grand Ouest, c'est pour se connaître, parce qu'en effet, entre les mondes de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'autre côté, le monde de l'entrepreneuriat, les gens partagent les mêmes sujets, parfois ont des intérêts en commun, mais souvent ne se connaissent pas. Là, l'idée, c'est d'intégrer en fait tout le monde au sein d'un même réseau pour se connaître, échanger sur des problématiques communes, trouver une expertise, une collaboration, un conseil via le réseau, construire des modèles innovants via les ateliers comme on le fait aujourd'hui, de co-construction d'intelligence collective notamment, et plus largement participer au développement d'un grand territoire apprenant et innovant. Qu'est-ce qu'on fait? Nos activités diffèrent des unes aux autres, mais le gros de notre activité va s'organiser autour des clubs. Donc, ce club que nous lançons, donc ces clubs, nous les lançons cette année, voilà, on en est au début. Et l'idée des clubs, là, justement, c'est d'adresser, selon chaque secteur d'activité, les problématiques que connaissent les professionnels de ces secteurs. Donc, on a un club inhérent à l'éducation primaire secondaire, tout le secteur K12, un club compétences et emploi qui va concerner plus les professionnels de la formation professionnelle, et le club enseignement supérieur qui vous rassemble aujourd'hui, donc avec les établissements d'enseignement supérieur, les entrepreneurs qui ont des solutions en direction de ces établissements. Et donc, dans chaque club, on va adresser des problématiques, on va travailler différemment d'un club à l'autre, selon les motivations des gens, selon la composition des clubs. Et le but, c'est de partager les bonnes pratiques, de travailler sur des modèles innovants pour faire avancer, en tout cas, voilà, l'éducation et les pratiques pédagogiques. Au-delà de ces clubs, on a des événements qui rassemblent nos adhérents sur des sujets qu'on considère comme des enjeux sur le secteur de la tech, du digital, de la transformation digitale et de l'éducation aujourd'hui. Donc, ça peut être des ateliers, ça peut être la participation à des salons, ça peut être
un autre événement qu'on organise début mars sur la thématique de l'IA et des technologies immersives. On va rassembler les acteurs autour d'une table ronde pour essayer de mieux comprendre et connaître l'impact de toutes ces technologies sur les pratiques professionnelles, etc. Les Tech Tours, c'est de l'animation territoriale où là, on va voir sur les territoires qui sont les acteurs de la tech aujourd'hui et on crée un événement qui va les rassembler et les faire connaître. Le co-développement, ce sont des ateliers mensuels en ligne où un adhérent va poser une question à l'étude collective pour que tous les autres adhérents qui participent puissent réfléchir avec lui à sa problématique et avancer sur les problématiques de chaque adhérent. Sinon, on a, l'idée, c'est de mettre les gens en relation, de faire de la veille, de partager de l'information. Je m'arrête là sur EdTech Grand Ouest parce que ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis en lien notre site internet et vous pourrez en savoir plus et me contacter si nécessaire. Sur le club enseignement supérieur qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce club est animé par Audencia, Rennes School of Business et GRIMP. Et l'idée de ce club, c'est de travailler via l'intelligence collective à la co-construction de bonnes pratiques et de les diffuser pour que tous les établissements qui nous rejoignent puissent bénéficier de ce travail. Comment on va le faire? Par des ateliers, essentiellement en ligne. Et ces ateliers, en fait, ne sont pas des ateliers où des experts vont venir vous donner des solutions toutes faites aux enjeux qui sont les vôtres, mais au contraire, on va travailler ensemble, échanger des expériences et produire des nouveaux modèles qu'on pourra tester et partager les expériences. L'idée, c'est vraiment de la co-construction parce que sur des thématiques telles que l'inclusion notamment, qui sont des thématiques complexes et qui parfois peuvent être contraignantes, surtout dans le cadre législatif, pour des établissements, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout s'imprégner de ces nouveaux modèles, penser différemment. Et pour ça, il faut être impliqué dans la réflexion. Pour ça, il faut réfléchir et créer sa propre manière d'intégrer ces choses-là dans sa pratique professionnelle. Et pour ça, c'est l'intelligence collective et c'est la construction qui va fonctionner. Donc, c'est sur ce modèle que nous, on va fonctionner donc, au sein du Club EdTech Grand Ouest. Et sur l'organisation de ce club, on fonctionne par saison thématique, d'où là le lancement de notre Winter Session, c'est-à-dire sur 3 mois environ, on va adresser une thématique. À la fin de ces 3 mois, on produit un livrable qu'on diffusera sur des bonnes pratiques notamment. Et puis, on passera à une autre thématique sur la saison suivante. Voilà, l'idée, c'est d'être assez concret, d'avoir un rythme qui permette d'avancer et surtout de traiter différents sujets qui puissent rassembler tout le monde, puisque voilà, il y a des gens qui ne seront pas forcément concernés par tous les sujets, mais l'idée, c'est voilà, avec un rythme assez récurrent de pouvoir traiter plusieurs sujets à la fois. Donc merci à nos partenaires qui vont se présenter au moment où je vais enfin leur laisser la parole. Avant ça, avant de commencer, je vais vous embêter 2 minutes. L'idée, c'est pour nous aujourd'hui, pour la rentrée de ce club, de savoir pourquoi vous venez et qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous aimeriez trouver au sein du club EdTech Grand Ouest. Donc pour ça, on a préparé un petit sondage d'1 minute dont je vais vous mettre le lien dans la messagerie. Et je propose qu'on se prenne 2 minutes là maintenant pour être sûr que tout le monde réponde, pour le remplir, afin que nous, on sache ce qui vous intéresse et qu'on puisse, au sein de ce club, vous aider sur vos problématiques. Donc voilà, je viens de vous mettre le sondage. Et on va travailler 2 minutes en silence pour y répondre, si vous le voulez bien.
Bon, ça fait 2 minutes, je vais doucement reprendre. Vous noterez que on a essayé pour cette présentation d'être inclusif dans le visuel et dans notre présentation PowerPoint, avec une présentation à la fois sobre et visuelle, avec des formes et des images qui illustrent le propos, et une police qui aussi permet d'être lisible. Donc voilà, l'idée, c'est dans ces ateliers, dans ces espaces, de s'imprégner du sujet jusqu'au bout. Et alors, tout n'est pas parfait, je pense, on apprend nous aussi. Et à ce propos, je voulais insister sur le fait que ce club et les autres ne prétendent pas à donner une réponse unique aux solutions, et ne vous sentez surtout pas illégitime à participer si vous-même n'avez pas encore traité ces questions-là dans votre travail. Si vous avez l'impression de rien y connaître, ce n'est pas du tout, on ne forme pas un noyau d'experts qui va travailler entre eux, mais au contraire, l'idée, c'est de parler de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de poser des questions, de peut-être découvrir des choses. Voilà, tout le monde est la bienvenue et le bienvenu à tous les niveaux d'expertise et d'expérience sur les sujets. Et ça, c'est très important, je me permets d'insister là-dessus. Le blanc et le jaune ne sont pas assez contrastés pour une bonne accessibilité numérique. Merci. Donc, j'ai bien fait dire qu'il y avait certainement des choses qui n'étaient pas parfaites. Super. C'est pas forcément ce que nous, on a lu, mais je note. Ça fera peut-être partie des bonnes pratiques qu'on pourra lister à la fin de cette winter session. Ok, très bien. Bon, nous vous donnerons les résultats de ce sondage lors de la prochaine session. Comme ça, on pourra choisir le sujet qu'on traitera pour la saison de printemps. Et puis, on va avancer maintenant. Et je vais donner la parole aux intervenants de la session d'aujourd'hui, que sont Laurine Mebs, Learning and Development Manager chez Audencia, et José Parra, Instructional and Learning Innovation Manager chez Rennes School of Business. Merci beaucoup, je vous laisse vous présenter, et puis je vous laisse maintenant la parole sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Anne-Cécile. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc je suis Laurine, je travaille chez Audencia et je manage le pôle ingénierie pédagogique. Donc je travaille avec 4 ingénieurs pédagogiques qui ont à cœur de promouvoir une éducation auprès des étudiants, en tous les cas un enseignement qui va être innovant, engageant et ludique, permettant d'atteindre les objectifs visés, à savoir développer des compétences qui font partie des référentiels des diplômes que l'on délivre. Et l'idée aujourd'hui, c'est de travailler avec vous pour co-construire des recommandations sur comment utiliser, par exemple, donc là, ça va être comment mettre en place l'inclusion au sein des formations, au sein des enseignements que l'on propose, pour pouvoir
effectivement, permettre à chaque étudiant, chaque personne formée d'avoir une formation qui va correspondre à ses besoins. Voilà pour ma partie. Je passe la parole à José. Merci Lorraine. Donc, José Parra, et comme Anne-Cécile l'a dit, du coup, je travaille avec une équipe également d'ingénieurs pédagogiques dans cette idée effectivement de participer, de contribuer au développement d'une culture d'innovation. C'est vrai que le mot innovation est beaucoup utilisé et aujourd'hui, on ne sait pas forcément répondre à quoi ça correspond. Mais en tout cas, un processus qui est assez complexe et on fait tous partie, en tout cas, de l'innovation au sens de pouvoir répondre aux besoins de nos étudiants. Et un de ces besoins, notamment, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'inclusion, un terme qui est aussi polysémique. Et donc l'idée, c'est de, avec Dorine en tout cas, c'est de donner quelques grandes lignes, mais aussi de compter sur vous, parce que bien évidemment, on est tous concernés par ces sujets et je pense qu'on a tous des éléments précieux, en tout cas à partager pour cette thématique. Donc, on peut déjà commencer. Donc, je vois qu'il y a un nombre de participants assez satisfaisant. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous. Peut-être qu'on ne va pas faire un tour des tables pour répondre à cette première question, mais peut-être écouter 2 ou 3 personnes déjà pour savoir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit déjà, qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle de l'inclusion. Alors, des volontaires, pas tous en même temps. Stéphanie, je vous sens prête à prendre la parole. Stéphanie, je vous vois bouger les lèvres, mais je ne sais pas si vous souhaitiez parler ou pas. Ah, pardon. Désolée. Je suis un petit peu intriguée par le sujet. C'est vrai que bon, voilà, je suis toute oui. Pour moi, inclusion, ça rejoint aussi les étudiants qui ont des besoins spécifiques éducatifs, voilà, particuliers. Donc, en plus, ben, moi, je suis sur la partie troubles 10, donc troubles neurodéveloppementaux. Donc, pour moi, inclusion, ça veut dire ça, mais ça peut aussi dire beaucoup d'autres choses. Voilà. Merci Stéphanie. On a des participations sur le chat. Ah, je les vois Je vois pas des messages forcément. passer de Alice. Est-ce que Anne-Cécile, tu as la possibilité de les lire? Parce que moi, je suis sur mon téléphone, donc ce n'est pas évident. Alice nous dit que ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a des personnes en situation de handicap, dyslexiques, la question des cultures et langues étrangères, et l'ASPIE, terme que je ne connais pas, je m'excuse. Je ne sais pas si ça vous... Est-ce que vous pourriez préciser, Alice? Syndrome Asperger. Ah, ok. Ok. Ok, très bien, c'est précis. C'est vrai que... Alors, peut-être un troisième et dernier participant. Je vois que vous réfléchissez. La communauté est timide. Philippe est en train de réfléchir. Il y a Ah, il des y a une mots réponse de qui... Camille. Camille nous parle des difficultés d'accès sous toutes ses formes, culturelles, sociologiques, technologiques. Oui, moi j'allais aborder le point technologique sur les solutions, notamment EdTech qui serait des solutions en ligne, solutions SaaS, sur principalement du coup ce qui a déjà été dit par Alice, mais la partie non-voyance, audition, comment on adapte du coup les usages des plateformes à des
des spécificités de handicap. Voilà. Des tiers-temps, la possibilité d'avoir des tiers-temps sur des examens ou des choses comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on adapte ça, mais c'est qu'une partie évidemment de l'inclusion. L'inclusion, c'est quand même beaucoup plus généraliste que ça. Donc ça rejoint ce qui a été dit. Après, on peut élargir sur d'autres typologies d'inclusion. Effectivement, tout ce que vous avez évoqué, bah, ça fait partie de ces grands termes inclusion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme qui est assez polysémique. Donc, ça intègre à la fois le volet numérique, comment on se sert du numérique pour répondre aux besoins des situations d'handicap. Et en m'épanchant en fait sur ces termes, donc on voit bien qu'il y a une évolution en termes de paradigme. Donc, on vient d'un paradigme qui est de cette éducation intégrative et maintenant on passe à un nouveau paradigme qui est plus de l'insertion, de l'inclusion. Je reprends quand même la définition qui est proposée par la Commission européenne qui définit en fait cette inclusion sociale comme finalement ce processus qui va garantir que la personne, ce qu'ils disent en danger, la personne en danger de pauvreté ou d'exclusion, obtient les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique. Donc, on voit bien que c'est procurer le bien-être, garantir un style de vie en tout cas égal pour tous, d'où cette importance de passer à un paradigme plus d'un système inclusif et pas rester sur un système d'éducation intégratif où, bien évidemment, dans notre société, on accueille tout type de profil d'étudiants, mais c'est vrai qu'il y a tout un chantier à faire en interne avec ce public. Donc, on voit bien ici que cette notion, elle est vraiment centrée sur les potentialités et les besoins des personnes. Et c'est une notion qui vise l'adaptation de l'environnement. Ça, c'est très important. Adaptation de l'environnement et la participation des différents acteurs. Tout ça pour qu'on ait cette place dans tous les lieux de la vie sociale ou privée. Quand on parle de l'inclusion et la société, donc avec Laurine, on a trouvé très intéressant de partager cette image pour justement savoir qu'est-ce qui relève de l'inclusion ou pas. Donc, très rapidement, à votre avis, quelle est l'image qui représente le mieux cette notion d'inclusion? La dernière, Donc, probablement. en bas à droite. Ouais. Le meilleur des mondes, ce serait effectivement celle en bas à droite, mais malheureusement, on est bien loin du compte. Et quelle est l'image qui représente l'exclusion? J'aurais mis plutôt celle en bas à gauche, malheureusement. D'accord. Est-ce que vous avez le même avis pour le reste? L'exclusion, c'est même peut-être celle en haut à droite. Voire même, et encore là, ils sont réunis. Donc la première en haut à gauche, où ils sont individuellement séparés. Donc on va dévoiler la vérité. En haut à gauche. Ouais, en haut à gauche. Anne-Cécile, si tu peux passer à la slide suivante. Pardon. Donc effectivement, qu'on a ici les cas d'exclusion avec l'image en haut à gauche. Et bien évidemment, dans le monde idéal, c'est l'image en bas à droite. En tout cas, c'est le défi à relever dans tous nos établissements. Alors, Laurine, je te passe la parole pour la suite. Oui. Anne-Cécile, tu pourras changer les slides quand je te ferai signe, parce que du coup, je n'ai pas du tout la main.
Alors, on a trouvé cette image très intéressante. Je pense que c'est une image que vous avez déjà dû voir et qui nous permet de faire la différence entre ce que c'est que l'égalité, l'équité et du coup l'universalité. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que dans la première image, en fait, on se rend compte que tout n'est pas accessible pour tout le monde et que du coup, on n'est pas sur un principe d'égalité, même si on a mis finalement les personnes avec chacune une caisse en dessous, c'est pas accessible pour tout le monde et c'est certainement pas inclusif. Après, on s'est dit, bon, OK, on va prendre en compte la taille des différentes personnes et on va donner plus de caisse à la plus petite personne et du coup, celle qui est déjà grande et qui passe au-dessus du mur, ça c'est sur la deuxième image, ça nous paraît bien. Donc là, on est sur un principe d'équité. C'est inclusif, mais pour autant, ça ne permet pas la même accessibilité à tout le monde. Enfin, si on enlève le mur, là, on est sur un principe et d'inclusion et d'accessibilité qui est la même pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tout le monde part avec les mêmes bases et a derrière les mêmes résultats. Anne-Cécile, est-ce que tu peux passer 2 slides du coup, s'il te plaît? Ah non, c'est bon, parfait. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble l'inclusion dans l'enseignement et la formation. Et on a décidé vraiment de parler de pédagogie inclusive. Donc, pourquoi une pédagogie inclusive? L'idée, c'est vraiment de favoriser la motivation des étudiants parce qu'en fait, on se rend compte qu'un étudiant qui est dans une situation dans laquelle il n'est pas en totale possibilité d'exprimer et ses besoins et d'être inclus au sein du groupe, il y a parfois une perte de motivation. Et pourtant, on sait par exemple qu'un étudiant qui est dyslexique va faire preuve d'une persévérance parfois supérieure à d'autres, mais au bout d'un moment, la motivation, elle n'est pas toujours facile à atteindre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider ces personnes sans que ce soit forcément toujours nécessaire d'être pris en compte. Alors, il y a une question d'Hervé. Fait-on toujours le nécessaire avant l'admission? Alors, est-ce que vous pouvez prendre le micro, Hervé, pour peut-être préciser le fond de votre idée par rapport à cette question? Oui, parce qu'effectivement, je vois favoriser la motivation étudiante, mais parfois, lors des inscriptions, on creuse peut-être pas assez et du coup, on a un taux d'abandon qui peut être un peu plus important. Du coup, ça ne veut pas dire Ouais. qu'on est… Enfin, là, je sais pas, hein, je pose la question à tout le monde, mais peut-être qu'on devrait être un peu plus… creuser un peu plus les motivations profondes en amont, avant même d'accepter le futur étudiant. Après, il y a plusieurs choses qui se jouent. On a parfois des étudiants qui sont inscrits via Parcoursup. On va avoir aussi des étudiants qui ont une idée. En fait, ils ont un idéal qui ne va pas correspondre à la réalité. Mais ça, malheureusement, si vous leur posez la question, la motivation elle va être hyper présente au moment où ils s'inscrivent. Et en fait, c'est après coup qu'ils se rendent compte. Mais peut-être que le sujet aujourd'hui de l'inclusion, il est surtout de se dire, ne laissons pas un étudiant subir, par exemple, une situation de handicap qui pourrait encore plus atteindre sa motivation. C'est-à-dire que la motivation, c'est un ensemble de choses. Et si nous, déjà, on peut jouer sur un volet, lui permettre d'être dans une situation dans laquelle il va se sentir entendu, écouté, aidé, peut-être que la motivation, elle va moins décroître et qu'il y a des étudiants qui abandonnent parce qu'en fait, c'est trop lourd à porter toutes ces choses en même temps, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir par rapport à cette question, qui ont justement eu des situations telles que celle-là? OK, on continue. N'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions. L'idée, c'est vraiment… Ah, allez-y. Pardon, juste une remarque sur l'image avec les 3 images là, marquantes. Oui. C'est juste pour essayer de faire un pas de côté, si c'est possible de la remettre, Anne-Cécile, pour qu'on puisse… Oui, bien sûr. Avec les petits bonhommes là. Oui. Donc en effet, la dernière, c'était très bien amené. C'est qu'en effet, ça résout une partie du problème. Mais si la barrière existait, c'est qu'elle avait peut-être une raison qui est peut-être de protéger le stade ou je ne sais quoi. Et que si on la retire, eh ben, du coup, en effet, ça résout un problème à droite, mais ça le repose à gauche. Donc il n'y a pas d'autre remarque de mon intervention, si ce n'est de dire
en résolvant un problème à droite, est-ce qu'on en recrée pas un autre à gauche? C'est certain. Après, est-ce que c'est pas intéressant de se poser quand même la question de savoir pourquoi cette barrière existe et est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que Ah oui, parfois, on laisse des barrières juste parce que c'est l'habitude qu'elles soient bien sûr. présentes et qu'on remet jamais en question le pourquoi des choses, sachant qu'aujourd'hui, avec les technologies et tout ce qu'on finalement on a testé dans les années qui viennent de se passer, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient capables d'évoluer si on les remet en question. Et du coup, il y a quelque chose d'intéressant aussi de se dire, pourquoi pas déconstruire pour construire autrement. Bien sûr. Et voilà, et en fait, l'image, elle est vraiment là-dedans, c'est qu'effectivement, prenons garde parce que tout n'est pas déconstructible et peut-être qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles ce mur était présent. Pour autant, ça peut être pas mal de réfléchir autrement et de faire justement ce pas de côté pour entrevoir les choses différemment. Non, mais c'est très clair, je partage complètement. C'était juste pour l'effet angle mort, en fait. L'effet d'angle mort à éviter dans ce type de réflexion parce qu'il y a des choses, là, on voit qu'on n'a que les 3 bonhommes, on ne sait pas ce qui se passe autour. Bref, je vais dans votre sens, mais c'était juste pour donner pas d'éclairage d'ailleurs, cette réflexion sur la globalité du problème. Ouais, mais effectivement, la question est tout à fait légitime parce que même quand on regarde de près ce qui est abordé autour de l'inclusion, parfois le fait de passer à une école inclusive, il y a la question qui se pose dans quelle mesure on va commencer déjà à exclure les écoles spécialisées qui sont là pour soutenir les étudiants en situation de handicap. Donc, effectivement, on est toujours entre ce va-et-vient. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est un sujet qui est assez complexe. On peut aussi prendre l'image du mur comme étant une métaphore des barrières que nos étudiants doivent faire face et comment nous, en tant que communauté enseignante, on essaie soit de démolir ou d'adapter ou de faire bouger les murs pour essayer de trouver des canaux de communication et trouver un dispositif d'accompagnement adapté à nos publics. Il y a Stéphanie qui a fait un commentaire intéressant en disant qu'un étudiant 10 sur 2 se déclare 10 auprès du service handicap. Donc, il y a aussi la question d'aborder le sujet et de traiter le sujet dans l'école, je pense, pour mettre l'étudiant en confiance pour qu'il puisse s'exprimer sur son propre handicap. Parce qu'il y a cette barrière-là aussi de la stigmatisation et de pouvoir exprimer son handicap dans un environnement qui puisse l'accueillir favorablement. Et je pense que les écoles qui se montrent ouvertes et qui essaient de mettre des choses en place sur l'inclusion vont pouvoir permettre à ces étudiants de simplement en parler déjà, ce qui est le premier. Anne-Cécile, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il existe aujourd'hui dans les écoles d'enseignement supérieur une politique de subventionnement, de financement des solutions pour les élèves à besoins éducatifs particuliers? Est-ce que, à l'instar de ce que fait la région a lancé un plan de financement de la formation et notamment pour ce type d'étudiants? Est-ce que c'est la même chose pour l'enseignement supérieur? Alors moi, je n'ai pas l'information, mais je peux essayer de trouver l'information si besoin. Je ne sais pas, José, toi, si tu as cette information. Non, au niveau des subventions, non. Ouais, parce que la région Bretagne a lancé auprès de… Alors, il faut regarder, faire région Bretagne, je parle de région Bretagne, financement, et elle a transmis à tous les établissements, en fait, une note indiquant que si elle pouvait prendre en charge une partie des équipements et des solutions pour les étudiants à besoins éducatifs particuliers. Et c'est une demande qui doit être faite par l'établissement ou par l'étudiant? Et est-ce que c'est une demande qui est personnalisée ou à l'établissement? Bonne question. Alors, dans ce que j'ai en tête, c'est la région qui consulte l'ensemble des établissements qui dit, voilà, venez déposer sur notre site une demande de financement. Et c'est l'établissement en fonction du nombre d'étudiants qui ont exprimé ce besoin, je crois. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je peux regarder sur le site, je peux le mettre en commentaire. Avec plaisir, merci beaucoup.
Si Merci. je peux me permettre, du coup, Sandrine Kerboué, je suis conseillère de formation sur l'école Digital School à Angers pour le campus ESPL. Je reviens vers vous pour une information. En tous les cas, nous, on travaille avec des étudiants et quand ils sont en situation de handicap, en l'occurrence, on est sur des filières qui sont adaptées avec de l'alternance, donc de l'immersion entreprise. Pour le coup, auprès des OPCO, il y a vraiment des possibilités, par contre, de pouvoir aller chercher des financements annexes, en plus des coûts de formation, qui vont encadrer justement des investissements qui peuvent être en parallèle, comme par exemple, je dis des bêtises, hein, mais ça peut être l'ordinateur adapté, ça peut être la rampe qui peut être achetée parce que l'étudiant a besoin d'une accessibilité sur un espace, un endroit de l'entreprise qui n'est pas aujourd'hui accessible. Ça peut être du matériel, ça peut être la souris, ça peut être plutôt matériel en général, mais ça peut être aussi sur d'autres choses. Et ça peut même aller, puisqu'on a eu le cas une fois, sur le financement adapté d'une formation pour son tuteur, qui était pour le coup pas habitué avec un étudiant en situation de handicap. Donc ça se fait en tous les cas pour la partie accompagnement des étudiants en alternance. Après, pour le reste, j'ai pas de solution, mais en tous les cas, pour la partie accompagnement des alternants, oui, il y a des solutions. Super, merci beaucoup. Il y a des messages qui sont apparus, je les ai vus passer dans le chat. Oui. Il y avait Alice qui avait plutôt parlé d'une pédagogie universelle plutôt que pédagogie adaptée. Donc, bien évidemment, Alice, ça c'est un des sujets qu'on va aborder, pas aujourd'hui en tout cas, mais on va vous parler de cette pédagogie universelle. Yes. On est reparti. Oui. Je L'idée sais pas où tu avais... non, c'était juste quand on parle d'accessibilité, en fait, souvent, quand on pense aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap physique. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on entend. Parce qu'en fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de centrer l'inclusion sur le handicap. On s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir tout traiter parce que l'inclusion, en fait, c'est beaucoup de choses. Et donc, l'idée, c'était vraiment de réduire le champ au handicap, puisque ça a vraiment un impact finalement sur la façon dont on va créer les formations, ou en tant qu'ingénieur pédagogique. Ça va également impacter la façon dont l'établissement va accueillir l'étudiant. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur le handicap. Donc, tu peux passer à la slide suivante. L'idée, c'était de faire vraiment un tour d'horizon de ce qu'on entend par handicap. On a donc communément l'image, quand on parle d'une personne en situation de handicap, d'un handicap physique ou moteur, c'est la même chose. Mais il y a plein d'autres choses. Donc, on a les troubles 10. Ça, c'est de plus en plus mis en avant. On parle souvent de la dyslexie, mais ce n'est pas le seul trouble 10. C'est celui qui est peut-être dont on parle le plus, mais ce n'est clairement pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent impacter l'apprentissage d'un étudiant ou d'une personne qui va être en formation. Et il faut en prendre compte. On va également avoir les troubles de l'attention ou de l'hyperactivité, avec ou sans hyperactivité. Et ça peut vraiment avoir un impact, entre autres, par exemple, sur la capacité d'être concentré en formation. Donc, il faut en tenir compte. On va avoir les troubles envahissants du développement. On va avoir les troubles du spectre autistique. Donc, tout à l'heure, on parlait de ASPI, c'est dans cette case ici. On va avoir les troubles des fonctions exécutives, les déficiences auditives, visuelles et motrices, on en a parlé tout à l'heure. On va également avoir des déficiences intellectuelles. Et on peut considérer aussi que certaines maladies sont suffisamment handicapantes et doivent être prises en compte dans la définition du handicap. Voilà, donc on a essayé de faire le tour pour bien définir ce dont on parle, parce que ça nous semblait important. Maintenant, on va faire un point sur ce que dit la législation et la loi, mais également on va parler de Calliope. Donc, au niveau de la loi, il y a deux choses. La première, concernant l'accessibilité d'un organisme de formation. Alors, ça signifie vraiment d'être au clair sur les modalités et de formation, mais surtout d'évaluation. Elles doivent être adaptées au handicap. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour permettre à chaque étudiant, chaque apprenant, d'avoir les mêmes chances. En tous les cas, que ces chances soient les mêmes
que n'importe quel autre étudiant. Ce qui veut dire que, bien sûr, il y a du tiers-temps, mais on peut envisager d'autres façons d'évaluer les connaissances ou les compétences, et il faut y réfléchir. On va également avoir un besoin d'être dans la sensibilisation des personnes qui vont être au quotidien avec les étudiants. Il va falloir les sensibiliser au handicap, mais il faut aussi sensibiliser les apprenants eux-mêmes. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait un étudiant, un trouble 10 sur 2 qui était diagnostiqué. Effectivement, on a souvent des étudiants qui ne vont pas souhaiter être, comment je pourrais dire, nous faire savoir qu'ils ont un handicap tout simplement parce qu'ils ont peur de la stigmatisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut entraver la scolarité d'un étudiant. Et donc, il faut pouvoir ouvrir le dialogue, lui permettre de se sentir suffisamment à l'aise pour faire valoir ses droits, puisqu'il en a. Et sauf que si on passe à côté de ça, ça peut être compliqué pour ses études, pour la suite ou pour le bien-être de l'étudiant en formation. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont essentielles. On a la loi du handicap, la loi handicap du 11 février 2005, qui est vraiment sur un principe d'égalité de traitement vis-à-vis des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. À partir du moment où il y a une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie sociale, une altération durable ou définitive des fonctions. Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment important d'être au clair dessus. On va également avoir la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Les organismes de formation doivent répondre depuis le 1er janvier 2022. Et ça, j'ai vraiment voulu mettre la date à des critères de qualité relatifs à la prise en compte des besoins des personnes handicapées. Ça peut être de plein d'ordres différents, mais en tous les cas, là, il y a vraiment ce paragraphe qui est présent. Et en fait, si on ne prend pas en compte ces besoins particuliers, finalement, on fait de la discrimination. Et c'est vraiment pas une chose qu'il faut faire en formation pour permettre, en tous les cas, à chaque apprenant de pouvoir se sentir le mieux possible dans cette situation d'apprentissage auprès de nous. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des choses peut-être à ajouter, ou est-ce qu'on continue sur les critères Calliope, puisqu'on a repéré 3 indicateurs qui parlent du handicap. Le premier indicateur, c'est le numéro 4. Le prestataire doit démontrer qu'il prend en compte les situations de handicap et les besoins en compensation, que ce soit en pédagogie, moyens techniques, humains, etc. Donc ça, c'est vraiment présent dans les textes et on doit pouvoir prouver qu'on prend en compte les besoins de chaque personne en situation de handicap. On a l'indicateur 6 qui nécessite de pouvoir démontrer que les contenus et les modalités de mise en œuvre des prestations sont adaptés aux objectifs définis en fonction des besoins des bénéficiaires. Donc là, c'est subtil, mais pour le coup, bénéficiaires, dedans, on parle aussi des bénéficiaires en situation de handicap. Donc, il faut vraiment être au clair là-dessus pour pouvoir répondre à cet indicateur. Et le dernier, qui est celui qui ressort le plus clairement quand on tape indicateur Calliope handicap, c'est le 26, qui est le prestataire mobilise-t-il des expertises, des outils, des réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner et former ou orienter les publics en situation de handicap. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 indicateurs avec le 26 qui est celui qui ressort le plus clairement concernant le handicap. Alors, dans nos prochains ateliers, l'idée c'est en fait, on a réfléchi avec José sur comment co-construire les recommandations en termes d'inclusion, comment finalement échanger. Et on s'est dit que le World Café pouvait être un bon moyen de travailler ensemble. Donc, on va être sous format World Café pour les 2 prochains ateliers. L'idée, c'est vraiment ensemble de réfléchir sur des thématiques précises et d'échanger nos bonnes pratiques, mais aussi parfois peut-être nos mauvaises expériences, parce que c'est aussi des mauvaises expériences qu'on peut apprendre et tirer finalement des choses à ne pas refaire. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ensemble tout ça. Et à la fin des 2 ateliers, on proposera une liste de recommandations que l'on partagera à toutes les personnes du club enseignement supérieur pour
permettre une mise en application partielle en fonction des moyens ou totale si finalement tous les critères vous intéressent. Mais l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose qui nous permettra dans l'avenir de vraiment dire qu'on fait de la pédagogie inclusive au sein de nos établissements et de s'inspirer des bonnes expériences. World comme World, le monde en anglais. C'est un type d'animation pour co-construire des réponses à des questions, à des thématiques. Est-ce que tu veux expliquer éventuellement, José, comment tu souhaites Oui, je organiser vais le World Café? t'expliquer. Ouais. Et les temps que j'explique, peut-être je vous propose, parce que vous l'avez déjà évoqué en début de discussion, il y avait des sujets ponctuels que vous aimeriez bien traiter sur la thématique de l'inclusion. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et de dire sur quoi effectivement vous voudrez vraiment avoir des pistes d'action. Donc, effectivement, le principe du World Café, c'est d'avoir 3-4 groupes de discussion avec c'est un peu rythmé, mais l'idée, c'est de pouvoir vous laisser un temps d'échange sur la thématique ponctuelle, faire un partage sur des choses qui existaient déjà, s'inspirer d'autres. Et donc, le World Café, il est organisé en 3 temps. Donc, il y a un premier temps où il y a un facilitateur par groupe qui va animer les échanges. On aura à peu près 10-15 minutes d'échange sur la thématique à traiter. Donc, ça va être alimenté au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est ensuite comme le nom l'indique, Word, c'est un peu de voyager dans tous les groupes et de pouvoir apporter des contributions à chaque thématique qui est traitée. Donc, il y aura un facilitateur par groupe qui va faire une synthèse. Comme ça permet à l'autre groupe d'être au courant de ce qui a été souligné pour apporter des contributions et enrichir. Donc, ça, c'est vraiment le principe du World Café. Et à la fin, on aura un livrable par groupe, ce qui va être retravaillé du coup par nous et qu'ensuite on pourra bien évidemment le partager pour la communauté dans le quelques lignes. Est-ce que ce serait intéressant ici, Rosé et Laurine, en fait, de peut-être évoquer ou de demander à nos participants les sous-thèmes ou les thèmes qui vont être intégrés dans chaque sous-groupe Oui, effectivement, ça peut être intéressant déjà dès maintenant de réfléchir. Après, rien n'empêche peut-être de se dire que suite à la réunion, par exemple, on peut partager le support de notre présentation et puis derrière de leur laisser quelques temps pour réfléchir. Peut-être que sur le moment, tout le monde n'a pas forcément les idées, mais qu'après coup, il y a des thèmes qui vont émerger. Et après, on choisira parce qu'effectivement, on ne va peut-être pas pouvoir traiter 15 thèmes différents. Ça dépendra aussi du nombre de participants qu'on a dans chaque atelier. Plus on a de monde, plus on peut traiter de thèmes. Et puis après, à chaque fois, c'est vraiment de venir enrichir à chaque passage ce que les autres ont proposé, puisque on réfléchit toujours mieux en général à plusieurs. En tout cas, on fait émerger des idées plus abouties, quoi. Est-ce que vous avez déjà des idées du coup de thèmes que vous souhaiteriez aborder sur le thème de l'inclusion, vraiment centré handicap? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on mette en avant? Vous pouvez prendre le micro ou taper sur le chat. Oui, c'est le moment. On a 5 minutes d'avance, je dirais, sur notre timing. Donc, ça peut être la parfaite occasion pour… Intelligence artificielle, oui, effectivement, très intéressant. Je ne sais pas, Hervé, est-ce que vous avez déjà abordé vous avez déjà travaillé quelque chose sur l'intelligence artificielle et le lien avec l'inclusion? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. On utilise comme tout le monde des outils qui facilitent, mais pas vraiment d'intelligence artificielle, plutôt de la réalité augmentée ou autre, mais
D'accord. Mais donc l'IA, ça va tellement bouger que je pense qu'il faut suivre et voir Oui. comment ce thème de l'inclusion peut effectivement être intégré enfin l'IA et l'inclusion, ouais, ça me semble un thème à suivre. D'accord. Mm, On prend note. Alors, est-ce qu'il y a un autre sujet d'intérêt? Il y avait plutôt dans notre atelier, des gens se sont déjà exprimés sur les sujets qu'ils souhaitaient voir traités en général au cours de cette saison. Et 2 fois, on a eu la question de l'handicap invisible. Et des troubles à repérer et de la manière dont on peut repérer. Ça peut aussi être l'objet d'un travail en sous-groupe. Le repérage ou handicap invisible. L'idée, c'est de repérer pour mieux accompagner, en fait. Bien sûr, oui. Oui. On avait quoi d'autre? Voilà, fait-on le nécessaire en amont, avant même la validation, l'admission. On pourrait aussi travailler à ça, très concrètement. Est-ce que au moment des entretiens de sélection des candidats, est-ce qu'on leur pose les bonnes questions? Et peut-être qu'on peut se pencher là-dessus aussi. Donc, ça fait partie du repérage, mais ça peut être aussi, ça peut être un outil en fait qu'on peut co-créer ensemble. C'est-à-dire comment on peut intégrer dans des questions d'entretien une manière non stigmatisante et efficace pour repérer ça, quoi. Sachant que la question, elle est obligatoire par rapport à la certification Calliope. La question peut être obligatoire, mais après, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est la bonne manière d'aborder le sujet? Comment on l'emploie? Quel contexte on met en œuvre autour de ça? Est-ce que c'est la présence? Est-ce qu'il y a la présence de plusieurs personnes? Donc, ça peut être le climat de confiance aussi, dans lequel opérer procéder à ces questions, en fait. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si on pose la question, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils n'ont pas de handicap, alors que finalement, en fait, c'est juste qu'ils ont peur de le dire. Et donc, du coup, peut-être effectivement comment créer un climat dans lequel finalement la personne se sentira suffisamment à l'aise. Et peut-être quel discours avoir en amont pour permettre à la personne d'être en confiance pour s'exprimer. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses, en effet, à traiter. Alice aussi, elle avait évoqué du coup, plus qu'à parler d'une pédagogie adaptée, parler plutôt d'une pédagogie universelle. Et ça fait partie en fait de nos réflexions, notamment sur les apports de l'Université de Laval qui ont mis en avant cette méthodologie universelle. Donc, je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui s'intéressent à explorer cette approche de la CUA pour conception universelle de l'apprentissage. C'est très rapidement, donc c'est une approche qui permet en fait d'établir le portrait d'un cours à modifier, identifier des solutions d'inclusion à des barrières d'apprentissage, expérimenter des pratiques pédagogiques inclusives et réfléchir bien évidemment sur les pratiques pédagogiques inclusives mises en œuvre, analyse réflexive, ainsi de suite. Donc peut-être que ça pourrait faire aussi partie d'une thématique. Oui. Et on avait aussi difficulté d'accès sous toutes ces formes culturelles, sociologiques, technologiques. La technologie, on avait Philippe qui avait pris la parole sur aussi les questions d'évaluation, notamment dans des outils digitaux, quoi. Les tech, en fait. Oui. La place des outils aujourd'hui et l'apport des outils pour... ça pourrait aussi être l'objet d'un
Ok. Sous-groupe. N'hésitez pas en tout cas. Accessibilité lors des examens. Ouais. Ouais, évaluation et inclusion, ça effectivement c'est un thème. Ok. Écoutez, on est à 2 minutes de la fin. On va essayer de tenir. On essaiera et on essaiera encore plus de tenir notre temps pour ces ateliers. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été aussi présents aussi nombreux et d'avoir été aussi loquaces, puisque finalement, il y a des échanges déjà intéressants là, pour un lancement. C'est plutôt positif. Et puis, je pense que les prochains ateliers vont permettre un échange encore plus fort, puisque le format World Café le permettra d'autant plus. Cette session-là, cette séance aujourd'hui, c'était d'apporter quelques éléments autour de l'inscription, mais surtout, l'idée était d'ouvrir le débat et de commencer à dégager des pistes pour nos prochains ateliers, ce qui a été réussi. Merci Laurine et Rosé pour ce travail qui était super intéressant. Et je vous invite en fait à nous faire part. Moi, je vais vous laisser mon adresse email. Si vous avez au cours des prochaines semaines d'autres réflexions, idées pour la prochaine fois, vous pouvez aussi m'en parler en amont. Comme ça, on pourra l'intégrer dans la préparation à nous, nos réunions. Et surtout, on n'a pas encore de date pour la prochaine réunion. Ce sera le but que ce soit tous les mois. Mais on n'a pas eu le temps de se fixer la date encore. Donc, je vous tiendrai au courant par mail. Et je pense que ce sera sur Klaxoon pour le World Café. Je pense que ce sera l'outil le plus adapté pour ce travail-là. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Il y a aussi Paul qui n'a pas pris la parole encore, qui n'était pas dans la préparation de cet atelier-là spécifiquement, mais qui anime le club avec nous et qui représentera d'ailleurs les structures EdTech, les entrepreneurs EdTech, et notamment sur la question des outils. Je ne sais pas si tu es là, Paul. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, je suis là. J'étais un peu en sous-marin parce que ce n'est pas moi qui ai préparé cet atelier sur l'inclusion. Et effectivement, moi, je suis du coup le cofondateur SEO de GRIMP. On accompagne une trentaine de campus dans l'enseignement supérieur en France via un outil pédagogique, une solution SaaS, un logiciel. Puis j'anime un podcast sur l'emploi, l'éducation aussi. Donc voilà, je participe à l'animation de ce club et je suis ravi de vous avoir dans la boucle. Je crois que certains me connaissent, j'ai reconnu une ou deux partenaires. Ok, super. Bah, tu pourras en plus, tu seras le représentant des entrepreneurs EdTech de ce club. Donc, c'est intéressant de se poser toujours la question de l'outil, des solutions et de comment travailler avec les établissements pour trouver la réponse aux besoins, quoi. Laurine et Rosé, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce temps? Alors juste sur la slide d'après qu'on met, que du coup si on partage, les gens verront, on a mis des liens utiles vers toutes les ressources dont on a parlé et plus puisqu'il y a des ressources dont on n'a pas parlé mais qu'on a quand même souhaité citer. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est fait pour. Et merci de votre attention, merci de vos questions et de vos interventions. C'est bien plus agréable quand tout le monde participe. Oui, bien sûr. Tout à fait. Un grand merci. Merci à tous aussi de ma part. Et j'ai hâte de vous rencontrer lors de ces ateliers qui, j'espère en tout cas, vont être plus pratico-pratiques et qui vont nous donner des pistes pour pouvoir accompagner, en tout cas proposer un accompagnement plus poussé dans nos différents établissements. Merci beaucoup. Merci Rosé, merci Laurine, merci Paul, merci à tous les participants. Et puis au mois prochain pour continuer à travailler ensemble. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.